Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de la saison 2 de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Lisa, votre chef de bord pour cet épisode réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application de référence pour le train et les mobilités durables qui accompagnent plus de 15 millions d'utilisateurs dans leurs déplacements en France et en Europe. Pour votre tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe Rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage. Bonjour Céline, comment ça va ? Ça va bien, merci. Je suis super contente que tu sois là aujourd'hui pour nous raconter ton voyage. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Céline, je suis plus connue sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Is Now Good. J'ai démarré mon blog il y a à peu près 7 ans. D'abord pour dénoncer les dérives de l'industrie de la mode et pour donner de meilleures alternatives. C'est comme ça en fait que je suis arrivée sur Internet. Et puis petit à petit, plus les années passaient, plus... le contenu que je partageais s'élargissait sur toutes mes prises de conscience écologiques. Et donc, voilà, ça s'est ouvert notamment sur le voyage bas carbone, évidemment. C'est pour ça qu'on est là. J'ai ce fameux blog qui a été le début de tout, un compte Instagram du même nom, une chaîne YouTube. Et avec ces deux grands piliers qui restent un petit peu... le centre de mon message, la mode éthique, puisque je commence à avoir une certaine expertise dans le domaine, et le voyage bas carbone. Et tu as notamment sorti un livre récemment. Oui, Mon dressing heureux. Ça se veut être un guide pour donner des clés pour que chacun puisse comprendre les différents enjeux autour de la mode responsable, parce que c'est une industrie qui est extrêmement complexe, c'est très compliqué en fait de comprendre, ne serait-ce que comment un vêtement est fabriqué. Et je crois qu'il n'y a qu'en comprenant cela qu'on peut vraiment mesurer pourquoi est-ce qu'il faut consommer autrement, qu'est-ce qui se cache en fait derrière cette fabrication-là. Donc voilà, c'est vraiment pour que chacun puisse être libre de mieux choisir. Et je crois que voilà, pour être libre, il faut comprendre, il faut avoir davantage de connaissances. Et tu sensibilises également du coup au voyage bas carbone. Est-ce qu'on peut dire de toi que tu es une accro au train ? Ouais. Forcément, quand on voyage bas carbone, je pense qu'on a forcément une affinité avec le train. C'est un moyen de transport qui va vite, qui va loin, et surtout qui permet de voir le paysage défiler. Moi, j'aime bien dire, on en parlera évidemment de ce fameux voyage qu'on a fait sans avion, mais moi, il y a quelque chose qui me marque vraiment, c'est le décalage horaire. Quand on voyage en avion, on se prend parfois 8 heures d'un coup et l'organisme doit s'adapter. On n'est pas bien pendant 2-3 jours, le temps de réussir à rattraper un peu les horaires. Avec le train, en fait, et ce voyage qui défile par la fenêtre, il y a pas de décalage horaire parce qu'on se déplace au gré avec le rythme. C'est cette espèce de lenteur, le fait de pouvoir observer, d'être bien assis aussi confortablement. Non, ouais, franchement... Le train, ouais, c'est la vie. Et justement, est-ce que tu peux nous dire de quel voyage tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors en 2019, avec mon compagnon David, on a tout vendu, notre maison, nos affaires, pour ne garder plus qu'un sac à dos. Et pour partir pour ce qu'on voulait être un tour du monde sans avion, qui n'avait pas de date de retour. Donc voilà, on en parlera aussi plus tard, mais normalement, je n'étais pas forcément censée être là aujourd'hui. Peut-être quelque part ailleurs dans le monde. On est parti en voyage sans avion parce que on est tous les deux des accros au voyage. Et à un moment donné, forcément, se pose la question de quel est l'impact de notre voyage et comment faire pour que cet impact soit le moins grand possible, en sachant que quand on parle en général de tour du monde, bien souvent, on parle d'impact carbone immense et colossal. Et sur les CV, ça fait toujours bien. Tour du monde en 2016, on a fait tant de pays. Et pour autant, quand on a la conscience de ce que ça représente, ça ne devrait pas être une ligne de CV dont on est fier. Même si, évidemment, voyager, ça apporte énormément de choses, c'est évident. Mais voilà, avec mon compagnon, on a un peu repensé complètement nos vies pour être capable de voyager sans prendre l'avion. Voilà, c'est le compromis qu'on a trouvé. On va continuer à voyager loin, mais en limitant notre impact au maximum. Donc voilà pourquoi, en 2019, on s'était lancé pour ce qu'on voulait être un tour du monde sans avion. Et comment vous l'avez organisé, ce voyage ? Il y avait quelques contraintes. Forcément, quand on voyage en traversant les frontières terrestres, il faut... on remarque, en prenant l'avion peut-être aussi, mais il y a toutes les histoires de visa, et il y a des pays qui sont plus compliqués que d'autres. Parce que forcément, quand tu traverses les frontières terrestres, il faut que tu traverses tous les pays pour aller d'un pays à un autre
par exemple la Russie, au hasard, il va falloir traverser toute l'Europe. Et le visa russe, je pense, doit être l'un des plus compliqués à obtenir. Et celui-ci, c'était quasiment notre seule contrainte en fait dans la planification de notre voyage. C'est que voilà, pour avoir le visa russe, il faut forcément être en France. Et une fois que tu l'obtiens, tu as 2 mois pour arriver en Russie. Donc on savait que une fois qu'on l'obtiendrait, on aurait 2 mois pour traverser l'Europe. Et c'était quoi l'itinéraire initial ? En réalité, quand tu pars comme ça pour un voyage sans date limite, il y avait potentiellement un itinéraire, mais tu vois, qui bougeait à chaque frontière franchie. Ça dépend de la durée du visa que tu obtiens et de la prolongation que tu peux obtenir ensuite. Nous, on était partis pour traverser l'Europe, traverser la Russie, puis ensuite traverser l'Asie, donc la Chine, la Mongolie, le Laos, la Thaïlande, ensuite descendre en Asie du Sud-Est. On avait prévu de prendre un bateau pour l'Australie, potentiellement le Japon. Puis ensuite, on comptait faire une sorte de boucle, revenir en Europe en passant par l'Inde, l'Asie du Sud, revenir par l'Europe du Sud ensuite. Et puis partir pour une transatlantique, pour l'Amérique. Et puis voilà, on aurait continué comme ça indéfiniment. Mais on se rendait compte que cet itinéraire, finalement, il bougeait. Et ne serait-ce que pour toutes les frontières un petit peu compliquées, et là, on s'en aperçoit évidemment aujourd'hui, le Liban, il y a des frontières qui sont l'Afghanistan, qui sont la Syrie, des pays qui sont forcément compliqués, et tu es obligé de faire avec la géopolitique du moment et du lieu et de ce qui est possible de faire. Donc on réajustait un petit peu à chaque fois en fait. Mais c'est la liberté de partir sans date retour et avec une infinité de temps devant soi. C'est que tu adaptes au jour le jour ton voyage. Et malheureusement, tu as été heurtée avec David au Covid, ouais. Donc ce qui a écourté finalement ce tour du monde. Mais est-ce que tu peux quand même nous dire les grandes étapes de ton voyage ? On a donc traversé l'Europe pendant 2 mois. Donc c'est aussi là qu'on s'aperçoit de la richesse de l'Europe, puisque en fait c'est plein de petits pays avec de cultures différentes, de langues différentes. C'est incroyable de richesse l'Europe, d'un point de vue historique, d'un point de vue culturel. En 2 mois, on a survolé l'Europe, évidemment. C'est dingue. Et puis on est arrivé en Russie par le transsibérien, on a traversé le pays. Donc après la Russie, on est descendu en Mongolie. On a traversé le pays à vélo. On a fait un tour à vélo de 5 semaines parce qu'on s'est rendu compte en franchissant la frontière que en fait pour visiter ce pays, pour le découvrir, quasiment tout le monde loue un 4x4 pour sillonner les chemins. Il n'y a pas vraiment de route en Mongolie. Enfin, il y a quelques axes, mais ça quadrille pas le territoire, quoi. Et donc, avoir fait tout ce chemin, avoir réfléchi son impact pour finalement arriver en Mongolie, prendre un énorme 4x4 et sillonner le pays, ça ne nous ressemblait pas. Donc, on a cherché un moyen. Il y a des gens qui parcourent le pays à cheval, sauf que il faut quelques connaissances en équitation. Et nous, on a choisi un autre moyen de transport bas carbone, le vélo. C'était une aventure incroyable, ça aussi. Puis, on est passé en Chine. On y est resté pendant 4 mois. Dont 1 mois en woofing, dans une petite ferme en agriculture bio, dans un endroit vraiment magnifique. Puis on a commencé à descendre vers l'Asie du Sud-Est, le Laos, petit pays incroyable, et la Thaïlande, où on est resté 3 mois et où le Covid est arrivé. Et alors, avant de nous raconter justement ton voyage dans les détails, est-ce que tu peux nous donner des conseils d'organisation pour préparer un voyage comme celui-là, au niveau des réservations de train justement peut-être des visas, des choses qui te viennent un petit peu en tête, le matériel. Alors, les visas, je pense que c'est le problème numéro 1. Il y a des visas qui sont très difficiles à avoir, donc notamment le visa russe, et aujourd'hui, ça a dû en plus se complexifier, je suppose. Il faut s'y prendre bien à l'avance. Il y a des pays qui demandent, comme le visa russe, comme le visa chinois, d'avoir vraiment tout planifié. Donc, ils veulent savoir exactement quelle nuit vous allez passer là, quelle nuit vous allez passer là. Donc il y a des voyages des visas pour les obtenir, il faut vraiment travailler pas mal et que ce soit bien carré surtout, parce qu'on en a rencontré des voyageurs qui n'avaient pas obtenu les visas. Et quand on se retrouve par exemple en Mongolie, qu'on fait la demande pour le visa chinois et qu'on ne l'obtient pas, on se retrouve un petit peu coincé. Donc il faut faire ça avec beaucoup de sérieux. Les visas, il faut s'y intéresser à l'avance.
Et notamment, et c'est quelque chose aussi dont on n'a pas forcément le réflexe. Justement, je parlais de la richesse de l'Europe. L'Union européenne, c'est quand même, notamment l'espace Schengen, c'est quand même assez fou de pouvoir aller dans autant de pays sans faire de demande de visa. Et c'est pour ça qu'on n'a pas trop cette culture du visa, nous d'ailleurs. Enfin, quand on habite en France, on a la chance de pouvoir visiter tellement de pays, justement par le train, sans faire de demande. Mais voilà, il faut y penser à ça. C'est aussi un petit budget qu'il faut prévoir dans le voyage, le visa. Forcément, oui, le train, faire ses réservations. En fait, il faut considérer que c'est un petit peu comme en France, c'est-à-dire que quand on veut rejoindre 2 grandes villes, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Sinon, il y a toujours les petits TER locaux qu'on peut, on peut monter dedans quasiment au dernier moment en prenant son billet, mais voilà, il faut y penser. C'est un peu comme, ça marche partout pareil. Donc en gros, ton voyage, ça a été un petit peu un mix entre de l'organisation en avance et aussi se laisser porter. J'imagine qu'il y a plein de choses qui se sont, tu nous raconteras, mais qui sont passées un peu à l'improviste. Ouais, complètement. Nous, en fait, on avait réorganisé nos vies de façon à travailler pendant le voyage. Donc on n'était pas parti avec une enveloppe, en se disant on a tant d'argent à dépenser sur une période donnée, ce qui est souvent le cas évidemment quand on part pour un an de voyage, on a sa petite enveloppe et bien souvent on est un petit peu ric-rac à la fin. On travaillait tous les deux à distance, ça nous avait pris quelques années avant pour arriver à ça. Et donc on n'avait pas tellement cette enveloppe de départ. Mais on considère qu'en un an de voyage, le budget était à peu près de 20 000 €. D'accord. Voilà. Et du coup, on va parler du voyage un peu plus dans les détails. Donc vous êtes parti d'où ? On est parti de Paris. Enfin, plus précisément des Landes en réalité. Mais donc on est parti pour Paris, premier train. Puis le train qui nous a fait quitter la France, c'était un Paris-Munich. Donc, c'était un train de nuit ? Non, c'était pas un train de nuit. On est arrivé dans Munich. C'était le début du voyage, tout frais, tout pimpant. Ça a été notre premier stop, l'Allemagne. On a pu faire, en réalité, vraiment, c'est ce que je disais, survoler, en 2 mois, découvrir l'Europe en 2 mois, c'est beaucoup trop court. Mais ça permet quand même d'avoir une idée et puis de se rendre dans les principales capitales et grandes villes. Donc voilà, en Allemagne, on a pu découvrir Munich, qu'on ne connaissait pas. On s'est arrêté par le magnifique château de Neuschwanstein, qui est bien en Allemagne, pas en Autriche, à côté de la Forêt Noire, mais oui, du côté allemand. Pour traverser l'Europe, on avait fait un pass Interrail. C'est ce qui nous permettait en fait déjà de limiter le budget sur tous les trains qu'on allait prendre. Ça donne aussi une certaine liberté, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'organisation constante de savoir quel train il va falloir prendre, parce que le pass Interrail, une fois que tu l'as, il y a seulement les réservations finalement à payer au moment de choisir son train. Ça permet d'avoir, de prendre n'importe quel petit train dont on a besoin. Et ça permet surtout de traverser l'Europe et de voyager partout en Europe. Donc ça nous a bien aidés. Et notamment, on a commencé par l'Allemagne. Donc c'est là qu'on est arrivé. Et puis, l'Autriche, la Hongrie. Donc pour l'instant, que du train ? Que du train. Des trains de jour, principalement. Des trains de jour, principalement. Je ne crois pas qu'on ait fait de train de nuit. On en a fait plus tard dans d'autres voyages, des trains de nuit, des beaux trains de nuit, d'ailleurs. On en a fait notamment en Asie, dans ce voyage-là, des beaux trains de nuit. Mais pour traverser l'Europe, uniquement des trains de jour, beaucoup de TER, de petits trains. Plus on va vers l'Europe de l'Est, moins les trains vont vite. Plus il y a d'arrêts, plus on peut s'arrêter dans les petites bourgades un peu perdues. On a pris beaucoup de trains de jour et c'est à partir de des pays baltes qu'on a pris le bus. Mais alors là, pour une question vraiment géopolitique, c'est que je crois qu'avec un passeport français, on n'a pas le droit de traverser la Biélorussie et je crois que les seuls trains disponibles pour franchir la frontière avec la Lituanie, on passe forcément par la Biélorussie. Bref, problème de géopolitique, mais tu vois qu'il faut anticiper à l'avance. Totalement. On a un invité qui nous a raconté, donc Luc, qui a traversé une frontière à pied. Enfin, il a marché 22 km. Pour pouvoir... Parce que lui, vraiment, il avait une règle d'or, c'est de ne prendre que des trains. Que des trains. Et à certains moments, il faut marcher, du coup. Ouais. Mais bon, je comprends qu'il y en ait qui préfèrent prendre les bus. C'est plus simple. Alors, connaissant mon compagnon David, c'est bien possible que l'idée lui ait effleuré de traverser la frontière à pied. Mais oui, on a fini par opter par prendre le bus, ouais.
et pour traverser les pays baltes. Et puis ensuite, l'incroyable transsibérien en Russie, qui nous a menés jusqu'en Mongolie, puisqu'en réalité, le transsibérien continue avec le transmongolien. C'est un peu une ligne continue qui joint les deux pays. Et vous l'avez pris, alors ça a duré combien de temps pour aller jusqu'en Mongolie, le transsibérien ? Alors tu peux couper ton voyage. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait un arrêt à Irkoutsk au milieu du pays. Mais en temps de train, je pense qu'on en a eu pour 4 jours de train. D'accord. Et donc, dans votre cas, vous avez fait une pause, donc 2 jours jusqu'à Irkoutsk. Ouais. On peut faire des arrêts le long du transsibérien, mais pas tant que ça. C'est vraiment un train qui traverse des forêts de bouleaux et de sapins de manière continue et pendant 4 jours. Nous, on était un petit peu avant l'été, donc on n'avait pas de neige. Mais je me dis que cette expérience-là, sous la neige, ça doit être encore plus feutré et cocon. Parce qu'il y a vraiment cette histoire de petits villages qui se créent dans le transsibérien. Parce qu'en fait, on passe 4 jours avec les mêmes personnes dans le wagon. Et voire dans son compartiment d'ailleurs, parce qu'on partage le compartiment avec d'autres personnes. Donc il y a un esprit petit village qui se crée, tout le monde finit par se connaître, tout le monde finit par connaître les habitudes des uns et des autres, les vies des uns et des autres aussi, parce que pendant 4 jours, forcément, il y a beaucoup de choses à raconter. C'est une expérience assez incroyable du temps qui s'écoule lentement. Vous étiez dans quelle classe ? Alors, il me semble qu'il y a 3 classes dans le transsibérien. On était dans la 2e, la première étant assez difficile, enfin, je veux dire, la 3e classe étant assez sportive, apparemment. Il me semble qu'il n'y a pas justement de compartiment et que tout le monde est un peu dans le wagon, tout le monde dort ensemble, quoi. Ouais, pas par terre, mais apparemment c'est assez difficile de rester aussi longtemps en promiscuité, alors que là, en 2e classe, donc c'est par wagon, et peut-être qu'à l'intérieur d'un wagon, il doit y avoir 5-6 compartiments, et dans chaque compartiment, on va retrouver 4 personnes. Et donc voilà, ça permet de vraiment constituer une petite famille avec les personnes qui partagent son compartiment. Et comme je disais, un petit village avec l'ensemble du wagon. T'as fait des rencontres particulières dans ce train ? On était... les personnes qui étaient avec nous, c'était un couple de Russes. Un couple de Russes qui parlaient pas très bien l'anglais. Donc Google Traduction a été vraiment notre ami pour communiquer ensemble. Donc on leur a fait un peu découvrir les joies de la nouvelle technologie qui permettait de traduire ce qu'ils disaient à l'oral pour qu'on comprenne en fait ce qu'ils disaient. C'était un couple, il devait avoir peut-être entre 70 et 80 ans, je dirais. Ils allaient rejoindre leur maison de campagne à côté du lac Baïkal. C'est très, très commun en Russie, les moscovites et les personnes qui habitent à Saint-Pétersbourg. Il y en a beaucoup qui ont des petites maisons dans le coin, à côté de l'autre côté du pays. Et ouais, vraiment un petit couple adorable, vraiment. Ils adoraient partager leurs petits biscuits avec nous, tout ce qu'ils avaient, ils voulaient nous les faire goûter, un petit peu comme si on était les petits-enfants, quoi, la famille. Trop gentil. Ouais. Et du coup, vous êtes arrêté, je vais pas y arriver avec ce nom. Irkoutsk. Vous avez fait quoi là-bas ? On s'est baladé. On s'est arrêté pour découvrir, pour voir à quoi ressemble l'intérieur des terres de la Russie, parce qu'en réalité, on connaît bien Moscou, on connaît bien Saint-Pétersbourg, on en a en tout cas des images. Le lac Baïkal, on connaît aussi, mais l'intérieur des terres, cerné par, comme je le disais, les bouleaux et les sapins, c'était vraiment intéressant de s'arrêter là et de voir à quoi ça ressemblait cette histoire. Même si, le visa russe, en plus d'être compliqué à obtenir, on a 1 mois et pas 1 jour de plus. Et évidemment, on s'amuse pas trop à rigoler avec les services d'autorité russes. On peut prendre son temps, mais pas trop quand même, quoi. Donc on a fait une petite pause du côté d'Irkoutsk où c'est la Russie, quoi, des statues monumentales partout où on sent encore un peu les restes du bloc soviétique qui sont toujours un peu là, prégnants un peu partout en Russie, mais encore plus dans ces endroits moins cosmopolites. Ouais, c'était parenthèse assez folle au milieu du transsibérien. Puis j'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup de touristes en plus. Non. Non, en général, les gens font le transsibérien d'une traite.
Ce que je comprends aussi, parce que du coup, nous, nos 4 jours ont été fragmentés. Cette expérience des 4 jours, elle est vraiment assez folle, de voir ce paysage qui défile et qui est similaire pendant 4 jours. On prend aussi conscience des kilomètres qu'on parcourt, c'est vraiment assez fou. Donc je comprends qu'on fasse ça d'une traite. Et puis, il y a aussi, encore une fois, cette histoire de visa qui ne dure qu'un mois. Mais moi, je conseillerais vraiment de faire un petit arrêt au milieu. Et donc, vous arrivez ensuite en Mongolie. On arrive en Mongolie, on s'arrête à Oulan-Bator, forcément, la capitale, donc par le train. Les paysages d'ailleurs par la fenêtre du train, au passage de la frontière entre la Russie et la Mongolie, c'est fou, c'est très très beau. On arrive à Oulan-Bator qui représente, je crois, 70% ou 80% de la population mongole, puisque le reste de la population est nomade et répartie dans les steppes, un peu partout dans le pays. C'est le pays le moins densément peuplé du monde, la Mongolie. C'est un pays qui est très très vaste, mais tout le monde est rassemblé à Oulan-Bator, et puis le reste, c'est de la steppe quasiment vide, avec du coup des nomades qui élèvent leurs yaks, leurs vaches, leurs moutons aussi, un peu disséminés partout sur le territoire. Et donc on s'est arrêté à Oulan-Bator, on est resté un petit moment quand même, je dirais peut-être 2-3 semaines à Oulan-Bator, histoire de savoir comment on allait faire pour découvrir ce pays, puisque l'ensemble du tourisme, le tourisme, si on veut sortir d'Oulan-Bator en Mongolie, c'est souvent prendre un 4x4 ou en tout cas réserver un tour avec un 4x4. Il y avait toujours cette idée quand même d'impact carbone assez grand, et sans parler de l'impact carbone, aussi de l'impact que ça a sur la faune et la flore, tous ces 4x4 qui passent partout. C'est aussi l'avantage d'avoir des routes qui sont bien quadrillées, un pays assez bien quadrillé par des routes, c'est que finalement les axes routiers sont tracés et les voitures s'y tiennent. Là, quand il n'y a pas d'axe routier, les voitures passent partout et écrasent tout. Donc voilà, ça ne nous allait pas trop, et donc le temps, il nous a fallu à peu près 2-3 semaines pour organiser un voyage à vélo de 5 semaines dans la steppe. Forcément, il faut un petit peu de temps pour organiser un truc pareil, puisqu'encore une fois, c'est le pays le moins densément peuplé du monde. Donc si jamais il y a un problème, pour arriver à la prochaine personne qui potentiellement pourra nous apporter de l'aide, il faudra peut-être marcher quelques jours. Donc voilà, donc c'est un voyage qui se prépare, d'autant plus que le vélo en Mongolie, c'est pas du tout un moyen de transport qui est usuel. Enfin, il y a le cheval. Les Mongols, notamment dans les steppes bien sûr, se déplacent beaucoup à cheval, la moto, mais le vélo, pas trop. Parce qu'il y a beaucoup de kilomètres en fait entre un point A et un point B, donc c'est pas tellement le bon moyen de transport. Donc voilà, il a fallu qu'on trouve des vélos, il a fallu qu'on trouve des moyens d'attacher nos sacs derrière les vélos pour essayer pour partir, quoi. Et puis voilà, on s'est lancé pendant 5 semaines dans la steppe à la découverte du pays, et puis aussi des populations mongoles, c'est un petit peu la seule façon de les rencontrer finalement, c'est d'adopter ce mode nomade. Et on l'a très bien vu en fait, qu'ils reconnaissaient en nous voilà, cette possibilité d'avoir quelque chose juste sur son dos et de dormir dans un endroit différent tous les jours. Et bien souvent, le soir, on s'arrêtait, alors qu'on voyait rien à la ronde sur 10 km au moment de poser la tente à la fin de la journée. Il y avait quand même toujours, à un moment donné, des nomades qui venaient toquer à la tente pour savoir qui on était, d'où on venait, parce qu'eux, ils se promènent tous avec des petites jumelles. Donc ils s'occupent de leur troupeau toute la journée, donc ils savent exactement où est qui, ce qui se passe en fait. Ils ont un territoire absolument immense à contrôler, et alors que nous on pensait être seuls au monde, voilà, on était en réalité observés, et quasiment tous les soirs pendant 5 semaines on avait quelqu'un qui tapait à la tente pour faire connaissance. Et des fois, vous mangiez avec eux, il y avait un échange. Ouais, alors l'échange était limité parce qu'on ne partageait pas de langue commune. Nous, en mongol, on savait dire bonjour, merci, on savait compter jusqu'à 3, au revoir. Pas de mots d'anglais de leur côté. On avait un petit calepin qui s'appelle J'ai pas les mots. C'est édité par le Routard et c'est tout un tas de dessins. Ça permet d'avoir des échanges avec des personnes avec qui on ne partage pas de langue du tout.
On peut montrer des dessins, on peut rire ensemble, ça crée des échanges. Le dialogue principal en général était d'où vous venez. Donc là on disait Oulan-Bator, on le disait en mongol, donc ils adoraient ça. Notre trajet avec les villes par lesquelles on passait, et ça ils adoraient répéter après nous parce que on prononçait des noms de villes qu'ils connaissaient bien. Donc ça c'était rituel, vraiment, on y avait droit tous les jours. Donc d'où vous venez, où est-ce que vous allez et par quelle ville vous allez passer. Bien souvent, justement, grâce à J'ai pas les mots, ils arrivaient à nous parler un petit peu de leur famille, en nous montrant des photos aussi sur leur téléphone de leurs enfants, de leur famille. Et on avait toujours, nous, quelque chose à donner à manger, parce que ça, c'est quelque chose qu'on avait appris en Mongolie. Il n'y a pas de sens de la propriété. C'est-à-dire que n'importe qui peut arriver chez n'importe qui parce que il a envie de rentrer dans la yourte. Il faut forcément lui donner quelque chose à manger. Donc nous, on avait toujours des petits gâteaux, des petites noix, des petites choses à manger qu'on gardait sur le vélo justement pour accueillir les gens qui venaient toquer à la porte de la tente. C'était toujours des expériences assez incroyables, même si forcément nos échanges étaient limités et c'est toujours un petit peu frustrant forcément. Une fois, il y a des petits-enfants qui sont venus nous chercher, nous amener dans la yourte. Ils nous ont fait essayer leur cheval. Toute la famille était là, rassemblée dans la yourte, voir ces 2 personnes qui sortaient avec leur vélo. Donc, ils voulaient tous essayer le vélo, forcément. Ça amène, en fait, le fait de sortir un peu des sentiers battus comme ça amène des rencontres folles, un peu sorties de rien. Ouais. Et il s'est terminé où, ce périple à vélo ? À Oulan-Bator. On a fait vraiment une boucle en Mongolie. On a eu envie, forcément, de le reprendre à un moment donné. On n'a pas eu le temps, mais je pense que si le Covid avait pas fini par revenir, on aurait continué. On a fait d'ailleurs d'autres voyages à vélo depuis. Je disais que j'étais folle du train, mais le voyage à vélo, c'est chouette aussi. Ça va beaucoup plus lentement. Donc, c'est pas les mêmes distances qu'on parcourt tous les jours. C'est une lenteur encore plus marquée. Donc, ensuite, on arrive à Oulan-Bator, on vend nos vélos qu'on avait achetés. Donc, au moins, ce petit voyage à vélo ne nous a pas coûté très cher. Puis on franchit la frontière chinoise. On pouvait évidemment pas la franchir avec des vélos, ça c'est pas autorisé. Et nous voilà partis pour 4 mois d'exploration de ce pays fou. La Chine, c'est un pays absolument gigantesque. On en a une image assez arrêtée. On a plein d'images en fait de la Chine quand on est français. Nous, on a découvert plein d'autres visages hyper beaux et poétiques. On a vraiment redécouvert la Chine en réalité. Moi, quand on me dit aujourd'hui quel est le pays qui te manque le plus, je réponds la Chine. C'est vraiment un pays qui m'a beaucoup marqué par la culture, les habitants. C'était fou, mais en même temps, on a eu aussi l'opportunité pendant 4 mois de vraiment découvrir le pays, de s'arrêter dans plein d'endroits différents, de s'apercevoir qu'en fait, il y avait beaucoup de visages différents en Chine. Que c'est pas pour rien que le pays est si grand, c'est parce qu'il y a beaucoup d'ethnies différentes, il y a beaucoup de cultures différentes en Chine. Et il y a notamment, à un moment donné, on s'est arrêté pendant 1 mois faire du woofing dans une ferme en agriculture bio. Et on a vécu forcément des aventures folles là-bas et surtout de rencontres avec les gens avec lesquels on était. Tu peux nous raconter un petit peu cette expérience ? Donc c'est une magnifique région pas très loin de la frontière hongkongaise, ça s'appelle Guilin. Il y a des montagnes karstiques absolument partout et ça fait des paysages découpés, c'est fou. Nous, on avait au milieu de ces montagnes, vraiment du jardin, il y avait les montagnes qui montaient directement. Il y avait donc ce petit jardin, ce petit îlot qui était vraiment perdu. Par contre, pour y arriver, il fallait prendre un petit bateau pour traverser la rivière, puis marcher dans les fourrés pendant peut-être une demi-heure avec son sac à dos. Mais une fois qu'on y était, c'est un petit paradis sur Terre. Où on fait pousser des légumes, on élève des poules. C'est beau parce que c'est fleuri. Et les personnes qui habitent là sont des personnes qui ont un peu repensé leur mode de vie nécessairement pour avoir un lieu comme ça, éloigné de tout, qui fait pousser des graines. Je pense qu'il faut avoir déjà pris un peu de recul sur la vie.
Donc c'était des personnes vraiment très intéressantes, qui avaient plein de choses à raconter, qui accueillaient aussi, qui faisaient pas mal de séminaires. Donc on a finalement rencontré pas mal de personnes, dont de Chinois, qui venaient s'informer sur la permaculture, sur comment faire pousser des graines de façon plus responsable pour aggrader les sols au lieu de les dégrader. Enfin, en fait, voilà, on a acquis la culture de la permaculture en Chine, ce qui est quand même assez fou. En Chine, vous vous déplaciez comment principalement ? En train. Ouais, il y a un bon réseau. Il y a un très bon réseau. Ouais. Là, les Chinois, ils sont vraiment très forts avec le train. Bon, nous aussi, on est bien. C'est vrai. Oui. Il y a le pays est vraiment super bien découpé avec le train. C'est un train qui est rapide, qui est confortable. Comme partout, voilà, il y a des petits endroits plus reculés où c'est plus, c'est des petits trains de campagne. Mais en tout cas, les grands axes, ils ont vraiment des super trains. Et c'est surtout du train de jour. Quel type de train vous avez pris ? On a fait surtout des trains de jour en Chine. Ouais, on a fait surtout des trains de jour en Chine. C'est un petit peu plus tard en Thaïlande où on a fait des trains de nuit. Mais en Chine, des trains de jour, des beaux trains de jour. Donc la Chine, complètement fou. Et puis ensuite, on passe la frontière du Laos. Là, c'est un petit peu la claque culturelle, parce que c'est vraiment... Et c'est aussi ça qui est fou, c'est que quand tu traverses une frontière terrestre, tu le vis, en fait, ce passage. C'est-à-dire, tu passes d'un pays qui, hop, te pousse, allez, sors, et puis il y a un autre pays qui t'accueille en tamponnant ton passeport. Donc, tu vis ce passage de frontière, et parfois, les différences culturelles qui sont marquées directement. Et le Laos, on a fait pas mal de bus, parce que là, en revanche, le réseau ferroviaire est pas très développé au Laos. Pas mal de bus et de petites navettes pirogues, ils ont pas mal ça. Mais je crois que le réseau ferroviaire est en train de se développer au Laos, mais bon, pas forcément dans les meilleures conditions en plus, parce que c'est un peu la Chine qui a le monopole et qui est en train d'arriver. Voilà, beaucoup de bus au Laos. De stop aussi, pour aller d'un endroit à un autre, ça se fait bien. Ah bah t'as tout expérimenté en fait. Ouais. Génial. Ça s'est passé comment le stop ? Assez bien. On a commencé le stop en Mongolie. On nous avait dit que ça se passerait pas très bien parce que les Mongols avaient pas du tout cette culture-là, mais bon, nous, les expériences qu'on a eues, c'était super bien passé. Et ensuite, au Laos, ça marche exactement comme en France, sauf qu'il faut pas lever le pouce en l'air, il faut faire un petit signe de la main. Mais sinon, ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Souvent, ils ont ils roulent en pick-up, donc hop, tu montes derrière le pick-up avec les sacs à dos, et puis hop, c'est parti, quoi. Et après, vous êtes arrivé du Laos... Enfin, après le Laos, pardon. Après le Laos, la Thaïlande. Là, en Thaïlande, on a fait beaucoup de trains. Quasiment que du train, à vrai dire, parce que c'est un pays qui est bien desservi en train aussi. On a parcouru un petit peu le pays. On y est resté, je crois, 3 mois. On avait prévu d'y rester un peu plus, mais voilà, c'est à ce moment-là que le Covid est arrivé. On a pu aller sur les îles, on a pu faire plein de choses en Thaïlande, et notamment le fameux train de nuit dont tu parles, le Bangkok-Chiang Mai. Je pense que c'est le meilleur train de nuit qu'on ait fait, et pourtant on en a fait un autre vraiment chouette, un Paris-Vienne, vraiment très chouette. Mais là, en fait, chacun avait son petit lit, en plus en longueur, donc même David avec ses grandes jambes était bien. Chacun avait son petit rideau personnel, donc on pouvait tous fermer notre compartiment. Les oreillers étaient bien moelleux, il y avait des petites couettes, tout était propre et lumineux. Et puis ça bougeait pas du tout, parce qu'il y a certains trains de nuit, et notamment le Transsibérien d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais la nuit, moi je me réveillais souvent en sursaut en me disant il y a eu un accident de train, alors que pas du tout, c'est juste que le train bouge beaucoup. Ce train Bangkok-Chiang Mai, vraiment... Puis je me souviens aussi de fenêtres immenses. Ouais, fenêtres immenses. Et c'était incroyable, du coup. On est sur notre lit et en fait, on a l'impression d'être dehors. Ouais, c'est ça. Tu regardes le paysage passer et toi, t'as fermé ton petit rideau, donc t'es tranquille dans ta petite capsule. Ouais. Et le Covid est arrivé. Le Covid est arrivé. On était, en plus, à ce moment-là, sur une petite île en Thaïlande, sur la petite Chiang Mai, parce qu'il y en a une grande que les gens connaissent et une petite que les gens connaissent moins, à côté de la frontière birmane. Bon, vous voyez, le Covid, ça faisait à peu près 1 mois qu'on commençait à en parler partout dans le monde.
Nous, on s'était dit, écoute, on est pas mal là où on est. On est pas mal sur cette petite île, on va peut-être y rester en attendant de voir comment ça se passe. On voyait en parallèle que les quelques habitants qui restaient sur cette île nous avaient donné par exemple un énorme bac en nous disant il va falloir stocker l'eau un petit peu tous les jours pour être sûr d'avoir de l'eau potable parce qu'on va plus être rapatrié par le continent. Et ils avaient fait venir des filets de pêche et ils s'entraînaient à la pêche pour être sûrs de pouvoir nourrir tout le monde avec le poisson qu'ils pêchaient. Donc à ce moment-là, on s'est dit, bon, est-ce qu'on part pour un Koh-Lanta à durée indéterminée? Parce qu'à ce moment-là, on est en avril 2020. Le Covid, ça a démarré depuis 1 mois et on ne sait pas du tout où ça va nous mener, cette affaire. Et en parallèle, on reçoit les messages de l'ambassade de France, les mails, parce qu'on était sur le fil d'Ariane. Ça aussi, c'est peut-être un chouette conseil d'ailleurs quand on part pour un long voyage comme ça. Il y a le fil d'Ariane, c'est mis en place par le ministère, où on peut déclarer dans quel pays on est. Donc si jamais il y a un problème, une catastrophe climatique, un problème comme le Covid par exemple, le pays en tout cas sait où on est. Et on peut nous avertir de ce qui se passe. Et donc on recevait les mails de l'ambassade de France nous disant « Là, tel jour, c'est le dernier avion. » Et on ne sait pas quand il y en aura d'autres. Et en parallèle, évidemment, nos parents complètement surexcités qui nous disent « Mais rentrez, rentrez !» Les frontières aussi, toutes terrestres, complètement fermées. Donc impossible de partir où que ce soit. Nous, notre visa qui aurait éventuellement été reconduit pendant la période du Covid, mais jusqu'à quand? Et à un moment donné, on nous aurait forcément demandé de partir. On a essayé de rentrer par la mer, de contacter des bateaux, des paquebots. On a tout fait. Mais la mer était fermée aussi. Il n'y avait aucun bateau qui naviguait à ce moment-là. Parce qu'il y avait interdiction, là, c'est un truc qu'on ne sait pas trop, mais la mer était aussi barricadée à ce moment-là. Donc on a fini par monter en avril 2020 dans ce fameux avion qui décollait à Bangkok. Et on est arrivé sur le tarmac de l'aéroport 365 jours après notre départ. C'était vraiment... Mais du coup, comment vous l'avez vécu Pas bien. Parce que c'est tout un deuil d'un projet. Ouais. Et puis comme, tu vois, quand j'ai commencé à parler de ce projet, j'ai commencé à dire on avait tout vendu. On n'avait plus que nos sacs à dos. Donc on arrivait, on n'avait plus rien parce qu'en fait on n'avait pas du tout anticipé qu'un truc pareil pouvait arriver, qu'il allait falloir trouver un abri finalement où rester confiné parce qu'en plus on arrivait en plein confinement. Donc on passait d'une année à horizon illimité. Sans date retour, il y avait beaucoup de liberté en réalité dans ce projet qu'on s'était fait, à tout d'un coup le mur. C'est-à-dire, là, il va falloir rester confiné pour une durée indéterminée et vos parents, vous n'avez pas vu pendant 365 jours, vous n'allez pas pouvoir leur faire la bise en arrivant parce qu'on en était là à ce moment-là, on savait pas nous en plus on venait d'Asie, du coup on était allé à l'aéroport, on était potentiellement des personnes à risque. Donc on est arrivé chez nos parents, on leur faisait coucou, on était à 10 mètres. C'était tellement, tellement fou cette période. C'était vraiment le mur en fait, on l'a vraiment pris comme ça. Donc on est resté quand même dans notre petite bulle. Juste, en fait, le fait de devoir rester confiné et en plus loin de nos parents pendant un temps, à cause potentiellement du Covid qu'on portait, on s'est confiné dans un camping-car, dans le jardin de mes parents, mais dans un camping-car. Et ça nous a permis de faire un petit peu le sas entre la vie de voyage et la vie qu'on allait devoir reprendre. On ne savait pas trop comment. Mais on s'est fait cette petite bulle dans le camping-car pendant 2-3 semaines de confinement. C'était un bon passage, je pense. Est-ce qu'il y a du coup une petite revanche à prendre peut-être Carrément, prochainement? ouais. On était sur notre petite île à Chiang Mai, on recevait ce fameux mail de l'ambassade de France qui nous disait là c'est le dernier avion. Et en fait on se disait mais on va rentrer où? Ça va ressembler à quoi en fait notre vie? On n'a rien. Et là en fait on a vraiment pris conscience de l'importance d'avoir quand même un petit endroit qui nous attend, un petit endroit où on sait que potentiellement on peut se projeter quelque part. Quand il nous arrive un truc pareil, on a au moins un endroit où on peut s'imaginer, quoi. Donc là, on est en train d'éco-construire une maison au Portugal, parce que David est portugais. Il a la binationalité et sa famille est portugaise. Donc on est en train d'éco-construire une maison là-bas.
Et puis, on envisage évidemment de reprendre cette revanche. Là, par exemple, on est en train de se former à la voile pour traverser les mers et les océans. Voilà. Si on veut le faire sans avion et de manière bas carbone, il vaut mieux le faire à la voile. Donc là, on est en train de se former pour être capable un jour, potentiellement, de partir et peut-être cette fois-ci en bateau. Incroyable. Bravo en tout cas pour ça. Mais c'est vrai que quand on voyage bas carbone en plus, j'ai l'impression qu'il faut être particulièrement autonome, notamment, ça demande beaucoup plus d'organisation pour traverser les mers. Après, voilà, là, on est en train de se former pour pouvoir éventuellement faire la traversée tout seul. Mais avant ça, tu vois, c'était dans notre parcours, on aurait traversé l'Atlantique. Il y a plein de systèmes qui existent pour monter dans les bateaux des autres, notamment avec la bourse aux équipiers. Ça permet parce que les équipages ont toujours besoin de personnes pour les aider à la cuisine, pour les aider à surveiller la nuit, s'il y a de la navigation de nuit, par exemple. Donc il y a toujours moyen même si on n'y connaît pas grand-chose, ou voire rien du tout à la voile, de trouver un équipage et de partir. Mais il existe aussi des places touristiques réservées sur les cargos. Ça coûte beaucoup plus cher, évidemment, mais c'est aussi une expérience à vivre, de partir en mer comme ça sur un bateau gigantesque. C'est une possibilité qui existe aussi. On va revenir sur les trains. Est-ce que tu peux nous donner le top 3 des trains que tu as... Alors, pas forcément préféré, ça peut être le train le plus loufoque, l'anecdote la plus folle dans un train, ou le meilleur train. Forcément, je pense mon top 1, ce serait le transsibérien, pour cette expérience complètement hors du temps. Vraiment cette espèce de cocon dans lequel on vit avec les personnes qui partagent notre compartiment, notre wagon, donc ce fameux village, on finit par connaître tout le monde, les habitudes de chacun, ce paysage qui défile et qui ne varie pas pendant 4 jours. Il y a beaucoup de place à la réflexion, à la lecture, à la discussion, à la rencontre. Moi, je pense que c'est vraiment l'une des expériences de train les plus folles que j'ai eu à vivre. C'est vraiment assez dingue, en fait. Ce train qui ne s'arrête jamais et qui parcourt autant de kilomètres, c'est assez fou. Deuxième train, je dirais que c'est en Mongolie. Un train de nuit. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en fait, on a pris un train de nuit pour démarrer notre voyage à vélo. Donc avec nos vélos, on avait un petit peu peur d'ailleurs parce qu'on n'était pas sûr d'avoir tout bien compris, mais on nous avait demandé de laisser nos vélos à l'avant du train, donc dans la locomotive quasiment. Donc on laisse nos vélos en partant dans la locomotive et nous on leur explique bien que nous on descend et notre horaire de descente c'est 2h30 du matin. Donc on se disait, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un à 2h30 du matin, perdu en plus, c'était vraiment un arrêt, je crois d'ailleurs qu'on était les seuls à descendre à cet arrêt-là. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un à 2h30 du matin pour nous rendre nos vélos, nos vélos qu'on vient d'acheter pour faire notre tour de la Mongolie à vélo. Mais bon, c'est ce qu'on avait cru comprendre, on leur avait, on pensait qu'ils nous avaient compris, donc on monte dans ce train. Le train de nuit en Mongolie. Donc on parlait tout à l'heure du fameux Bangkok-Chiang Mai. Là, c'est vraiment l'extrême inverse. C'est-à-dire qu'il y a 6 banquettes en bois. Je parle de banquettes, mais c'est plutôt des planches. Voilà, il ne faut pas utiliser le mot banquette, parce que banquette, il y a un petit côté moelleux dans le mot. C'est vraiment des planches. Donc des planches en bois, il y en a 6 les unes sur les autres. Il n'y a pas d'oreiller, il n'y a pas de drap, c'est une planche en bois, comme cette table-là, en bois. Wow. Et tout le monde tout le monde doit s'asseoir là-dessus. Donc évidemment, il n'y a pas grand monde qui dort. En réalité, le train de nuit en Mongolie, c'est plutôt des gens qui sont tous assis, qui squattent tous la planche du bas de la personne qui est censée être en bas. Et on a fait une super rencontre à ce moment-là, puisqu'évidemment, c'est tellement peu confortable que personne ne dort. Le train bouge beaucoup, en plus, vraiment personne n'essaye même de dormir. Et du coup, ça nous a permis de rencontrer un jeune Mongol qui étudiait à l'université, parce que je parlais beaucoup des Mongols qu'on avait beaucoup rencontrés, mais qui ont vraiment une vie totalement différente des jeunes Mongols qui vont à l'université et qui ont une vie beaucoup plus cosmopolite et qui ressemblent davantage à la nôtre. Donc, vraiment super nuit dans ce train qui semblait vraiment peu confortable. On descend à 2h30 du matin et nos vélos ont été descendus. Incroyable. Donc, c'était fou. Voilà. Mais on est allé se poser avec notre tente à 2h30 du matin, quelque part à côté. Mais ça, je dirais que c'était mon top 2. Et puis après, le top 3, je pense que je peux pas ne pas citer le fameux Bangkok-Chiang Mai. On est d'accord. Il était fou.
Trop bien. Pour conclure, quel est le fameux voyage que vous pensez faire, possiblement? Alors, il n'est pas encore écrit, ce voyage, voilà, parce qu'on est en train de se former, voilà. Mais je pense que ça démarrera par une transatlantique pour aller découvrir le continent Amérique. Là, il y aura à nouveau probablement beaucoup de trains, de bus, de stops, de vélos, de marches. Enfin, voilà. Nous, on aime bien varier les supports. Mais ça, déjà, voilà, découvrir le continent Amérique, je pense que ça nous prendra peut-être quelques années, j'imagine. Puis après, nous, on aimerait aussi beaucoup découvrir le continent africain, bien sûr. Bref, le monde est tellement grand. C'est vaste. Ouais. Mais avant ça, peut-être un voyage à vélo jusqu'en Grèce ou en train jusqu'en Turquie. Ou, ouais, je sais pas, il y a tellement de choses à faire. C'est inspirant en tout cas. Merci beaucoup Céline pour nous avoir raconté tout ça. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la Team Train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage bas carbone.